Sans doute, dans cette Tunisie qui fut pastorale avant d'être agricole, la maison primitive fut-elle la tente du nomade. Toujours à la recherche d'un pâturage plus dru, la tribu emportait avec elle, fixée ici pour une semaine, là pour un jour, son village et sa patrie. La vaste tente en poil de chèvre, aux fliges bien tissées, se rencontre d'ailleurs toujours dans les steppes où errent les troupeaux. Mais à côté d'elle, selon les lieux, les possibilités et les besoins, que de changements. Car le nomade d'hier s'est un jour fixé et la tente n'a plus suffi. Ici, en plein désert, dans ce pays de Rasdra, quelques monticules d'argile ont suscité la naissance d'un village. Ces sortes de taupinières naturelles creusées de cavernes sont les demeures d'une tribu qui les évacue pendant la transhumance pour les regagner l'hiver. Curieuses habitations que l'homme s'est à peine efforcé de transformer et qui donnent l'apparence, dans le vide de la plaine, d'un village de termites. Ailleurs, à Matmata, une sorte de paysage lunaire apparaît. Ici, c'est en profondeur que l'homme s'est logé, utilisant peut-être au début quelques cavités naturelles. L'accès en est encore souvent primitif et une simple corde sert d'escalier direct. Cependant, la nécessité d'y garder les bêtes à l'abri a motivé des aménagements. Entre les demeures et les étables qui prennent jour sur ces sortes de cours intérieures, des passages en plan incliné permettent de remonter à la surface. Étrange village de troglodytes qui, depuis des millénaires peut-être, n'a rien changé de son extraordinaire caractère. Peu à peu, le souci de protection créa d'autres genres. Tamezred nous offre le spectacle de ce que furent les premières villes de pierre, mi-caverne, mi-construction. La grotte élargie fournit la pierre dont on bâtit les premiers murs, murs grossiers sans ciment, prolongement extérieur de la caverne à la fois cloison et rempart. C'est du même procédé que sont nés des villages typiques comme Tudjan, lieu d'asile construit en nid d'aigle sur un pic, village de pierre qui semble faire corps avec la montagne elle-même. Dans cette sorte de forteresse, face au ravin qu'elle commande, entre les murs gris qui semblent n'avoir plus d'âge, la vie continue, pareille à ce qu'elle fut au long des siècles éteints. Une forteresse, reste d'un temps où la guerre et le brigandage terrorisaient les provinces, reste d'un temps où, faute d'asile sûr, l'homme risquait chaque jour et ses biens et sa vie même. Reste aussi de ce temps, voici l'extraordinaire Médénine et ses rorfas. Les rorfas, primitivement, n'étaient que des greniers où l'on mettait en sûreté les provisions d'hiver. Les familles de chaque tribu se réunissaient pour construire côte à côte leurs rorfas, de façon à former une enceinte fermée, le ksar. Faute de place, d'autres rorfas venaient s'ajouter en hauteur. De là ces constructions originales aux escaliers extérieurs qu'on dirait faits pour des équilibristes. Médénine offre avec Métameur le plus bel et le plus complet de ces ensembles de villes-greniers, absolument uniques dans le monde. Avec la grotte naturelle, la caverne artificielle, le mur de pierre, la première construction d'argile, l'homme avait pris l'idée de l'habitat fixe. Il avait maintenant le sens de la construction. Mais la pierre était rare. Il fallut donc apprendre à utiliser la terre, fabriquer ces sortes de parpaings de boue qui, séchés au soleil, sont grâce au climat un matériau suffisant. Et aujourd'hui comme hier, la plupart des habitations paysannes sont toujours formées de ces blocs de terre sèche qui, au cours des saisons, s'agglutinent pour ne former un jour qu'une masse uniforme. La chaux vint donner à la construction de nouvelles possibilités.
On voit encore le long des routes tunisiennes de ces antiques fours à chaux où la pierre blanche tirée de la carrière proche et cassée en menus morceaux pour être plus facilement réduite en poudre en brûlant entre des lits de charbon. Ce procédé archaïque, toujours en usage, a fourni depuis des siècles la chaux dont les bâtiments tunisiens font un si large usage. Et le voyageur peut se dire devant cette sorte de charme blanc qui le saisit en Tunisie, qu'il sort de ces pauvres fours dont la technique n'a pas changé depuis 1000 ans et plus. Avec la chaux, la brique devait révolutionner la construction tunisienne. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, la brique, en nombre d'endroits, est fabriquée de façon artisanale, selon les méthodes ancestrales. Un mélange d'argile et de paille hachée, pétrie avec de l'eau, un moule, et les briques seront mises à sécher sur le sol, posées de champs, appuyées l'une à l'autre, comme de curieuses constructions enfantines. Un four grossier les reçoit ensuite, d'où elles sortent cuites et prêtes à être utilisées. On sait quel usage énorme et continu a fait de la brique la Tunisie au cours des âges. Dans ces plaines où la pierre est rare, la brique devait parvenir sans effort au rôle de matériau essentiel. On en trouve la preuve dans ces innombrables constructions qui vont du plus modeste marabout aux vertigineuses murailles d'enceinte qui entourent des villes entières, et en particulier aux grandioses bastions de Kérouan. Mais la brique, loin de se satisfaire d'un rôle de base uniquement, permettait également des fantaisies géométriques dont très vite on sut tirer parti. La ville de Todzer, située dans un pays très riche en belle argile et bâtie tout entière en briques, y a même trouvé son style très particulier par le souci ornemental qui a guidé ses constructeurs. L'art régional duquel procèdent ces anciens édifices continue d'ailleurs à y être respecté, et les constructions modernes conservent pieusement ces heureuses traditions. On peut même dire qu'un renouvellement de ce style très particulier se manifeste aujourd'hui. Renouvellement qu'on peut constater dans la construction des édifices publics, qui restent dans le ton général et gardent à Todzer le style de Todzer. La pierre, le plus noble des matériaux, où et quand elle se trouvait, a naturellement donné à l'habitat des détails typiques où se reconnaît dans ses formes particulières l'art tunisien. Près de Nabeul, par exemple, pays de la pierre tendre, existe un village de sculpteurs. Instruits de père en fils dans ce métier, initiés dès le plus jeune âge et continuant une tradition établie depuis des siècles, les sculpteurs de Nabeul continuent à orner d'un bout de l'année à l'autre de délicats entrelacs et de parfaites arabesques les frontons, les linteaux et les seuils des belles demeures tunisiennes. La conjugaison de ces efforts divers, de ces techniques de jour en jour plus précises, de ces travaux qui, de la maçonnerie, parvenaient à l'architecture, ont donné un miracle, Kérouan, la ville sainte. Kérouan est l'image très noble et très précieuse de la Tunisie ancienne. Il faudrait s'arrêter sur chaque édifice de Kérouan, sur ses 60 mosquées, sur ses minarets, contempler chaque détail de la grande mosquée où le visiteur aborde presque aux sources de cet art dont l'islam dota le monde méditerranéen, plongé dans les cours de ses demeures.
Là, dans le silence tiède, s'épanouissent les colonnades des cours intérieures et les mosaïques rutilantes, où depuis des centaines d'années se sont perdus des rêves sans fin. Kairouan est aussi un rêve de pierre, un rêve éclatant et magnifique. Mais le temps a ses exigences. À côté des splendeurs du passé, le présent construit ces demeures faites pour une vie plus dure et plus complexe. Les bâtisseurs d'autrefois ont fait place aujourd'hui aux urbanistes. Mais l'œuvre d'ensemble est la même. Dans un vieux pays comme la Tunisie, une ville ne peut être que l'œuvre collective des générations, et l'on peut sans remords admettre que la bâtisse d'aujourd'hui, dans la pureté de ses lignes nues, voisine avec la construction d'autrefois si touchante dans le charme de ses diversités. Une nouvelle Tunisie s'élève avec ses buildings et ses villes tracées comme des épures. Elle ne rejette pas dans le néant le miracle des temps disparus. Elle ne fait que continuer avec les besoins et les possibilités d'un autre temps, l'immortelle Tunisie, la Tunisie de Kairouan.